la fin des belles vacances, c'est l'école qui recommence. Les jours de fête sont partis. C'est la rentrée, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Bonsoir et bienvenue dans le premier numéro de votre émission Palais de l'éducation de ce mercredi 29 septembre 2021 qui a pour thème la rentrée scolaire dans le contexte de la crise sanitaire. Quel résultat? Deux invités sont autour de ce plateau pour en débattre ce soir. Bonsoir, Madame Niaro. Bonsoir, monsieur l'animateur. Vous êtes Je suis professeur de philosophie au lycée d'Aguagne Centre. Ok, merci. J'espère que vous avez bien repris les études. Nous avons repris par la grâce de Dieu. Merci. Bonsoir, monsieur Côte Sodopon de Soleil. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Très très bien. Je suis un expert en motivation et performance scolaire, directeur du cabinet Capacité Plus, qui est spécialisé dans le coaching scolaire et étudiant. Merci. Très rapidement, je vais m'adresser à Madame Niaro. Puisqu'on dit les femmes d'abord. Alors, pour la première question, et quelle est la situation sanitaire de la COVID-19 ici au Togo? Alors, je vous remercie. Nous voulons dire merci pour l'opportunité que vous nous offrez. Et merci de nous donner cette opportunité de pouvoir en débattre. Parce que l'éducation, ça tient vraiment au cœur à tous les acteurs, en tout cas politiques. Et s'il faut parler de la rentrée scolaire dans le contexte de la COVID-19, il faut rappeler que jusqu'à la date d'hier, 27 septembre, le Togo a totalisé 25 252 cas confirmés. Malheureusement, jusqu'à présent, nous avons encore 2592 cas actifs, contre, heureusement, 22 433 cas guéris et 227 cas de décès jusqu'à ce jour. Donc voilà un peu comment se présente la situation de la COVID-19 chez nous actuellement. Merci, madame. Je vais poser la même question au coach scolaire, monsieur Sodopon. Quelle est la situation de la pandémie du coronavirus actuellement dans notre pays 228? Oui, actuellement dans notre pays, bon, on peut se réjouir, nous comparant aux autres pays de la sous-région sur le plan mondial. Et parce que si on ne se compare pas aux autres, on ne va pas savoir ce que nous faisons de bien. Dans l'ensemble, ça va, parce que quand madame a donné les chiffres maintenant, c'est édifiant. Et avec la politique de la vaccination aussi, on voit la population qui s'y adhère. Et moi, j'ai fait le tour dans certains établissements. Et il y a tellement de monde que des fois, même le vaccin, ça ne suffit pas. Ce qui veut dire que la population a compris l'enjeu de la chose et que tout va bien. Si on va toujours comme ça, on va sortir bien. Et le Togo même est apprécié dans le monde entier comme étant un pays où le risque est moindre. Donc c'est déjà bon, nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie et je vais encore me tourner vers Madame Naro. Et quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour qu'il y ait contamination zéro pour cette année dans les établissements scolaires? Alors, je vous remercie. Il faut dire que voilà, le gouvernement, ce n'est pas seulement cette année que les mesures ont été prises. Depuis l'apparition du premier cas ici en mars de l'année dernière, le gouvernement s'est dépêché en tout cas de mettre sur pied certains dispositifs, surtout au niveau de nos écoles. Et il faut parler tout à l'heure des dispositifs de lave-mains qui sont présents dans pratiquement tous les établissements du Togo aujourd'hui. Et je veux parler d'un cas que je maîtrise bien, le lycée d'Aguagne. Quand vous arrivez chez nous, il y a au moins un dispositif pour 2 classes. Et donc déjà à l'entrée, nous avons des dispositifs pour vous laver les mains une fois dans les classes. Au niveau de chaque classe, il y a au moins un gel hydroalcoolique que nous déposons à l'entrée de la salle. Donc une fois que tu rentres, voilà, tu as une pincée de gel avant d'aller t'asseoir. Et au-delà de ça, il faut aussi parler de l'utilisation des bavettes ou ce que nous appelons les cache-nez. Alors, et c'est une lutte de tous les jours parce que nos élèves, nous les connaissons tous. Tantôt, ils ont la bavette au menton et donc la lutte, elle est permanente. Il y a des comités d'élèves qui ont été formés dans chaque classe pour faire le suivi du port de ces bavettes.
Alors, au-delà de ça, également, il faut dire que pratiquement dans toutes les écoles, il y a des cellules qui sont formées pour pouvoir, en tout cas, superviser ou surveiller les autres. Et ceci est fait, en tout cas, avec la participation du corps enseignant. Et souvent, à la pause, vous allez voir que les élèves ont tendance à se retrouver ensemble, sans cache-nez. Voilà, tout le monde parle à tout le monde et tout. Donc, il y a un comité des élèves qui a été formé dans ce sens-là pour qu'à chaque pause, ils fassent un tour, que ce soit au niveau des revendeuses, dans les salles de classe, pour s'assurer que la distanciation sociale est respectée au niveau de ces élèves. Et donc, de temps en temps également, nous recevons la visite des forces de l'ordre. Moi, il m'est arrivé une fois, j'étais en classe en train de passer le cours. Et puis, à un moment donné, j'ai senti, voilà, une classe bizarre. Je tourne, je demande, mais ça va? Ils me disent oui. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, ils me font un signe là. Je tourne, je vois un monsieur pointé devant la salle de classe qui me salue, qui me dit, voilà, nous sommes là pour voir si les mesures par rapport à la pandémie sont respectées. Donc, il a jeté un coup d'œil, il m'a dit félicitations et puis il a continué. Donc, il faut dire que les mesures, en tout cas, dans tous les sens du terme, sont prises par le gouvernement dans nos établissements scolaires pour pouvoir éradiquer, en tout cas, ce mal. Je reviens toujours sur les décisions parce que nous avons appris que dans les établissements, dans certains milieux scolaires, dans les années précédentes, il y a eu de contamination. C'est pour cette raison que nous sommes arrivés à vous reposer cette question pour savoir si vraiment les mesures telles que vous veniez de le dire, elles sont vraiment prises pour qu'on puisse éviter et de contracter ce mal et zéro contamination dans nos milieux scolaires. Donc, je vous relance la question. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Vous allez voir que les enfants, en tout cas les élèves que nous avons, chacun appartient à une famille. Chaque famille est dans une collectivité donnée. Et donc, au niveau de nos écoles, nous prenons les mesures, bien sûr, mais nous ne suivons pas nos élèves chez eux à la maison. Alors, il faut dire que certainement dans les familles, chaque membre de la famille a des contacts dehors. Alors, la contamination peut venir du dehors dans la famille. L'enfant est contaminé chez lui à la maison. Certes, une fois à l'école, ils se protègent, mais ils sont également amis et voisins de quartier, voisins de maison. Donc, une fois dans leur maison, c'est le lieu de rappeler ici que la lutte doit continuer, non seulement dans les écoles, mais aussi dans nos habitations. Que chacun se dise, je me porte garant pour sensibiliser mon prochain. Et pour ce faire, je dois d'abord moi-même respecter les gestes barrières. Et donc, il faut dire que c'est vrai, l'année dernière, je pense que c'est 2 établissements au Togo qui ont connu ces cas de contamination, malheureusement. Mais il faut dire que si la contamination avait été faite au sein de l'établissement, certainement que toute l'école aurait été contaminée, pourquoi pas. Et donc, si il est arrivé que ce soit une classe qui a été ciblée, ou une classe dans laquelle la contamination a été constatée, c'est-à-dire que certainement c'est un cas arrivé de l'extérieur qui malheureusement a été en contact d'un autre cas dans la classe. Mais très tôt, on a réussi à arrêter donc cette chaîne de contamination par la prise en charge très rapidement des cas contaminés et donc l'isolement des cas non contaminés. Et aujourd'hui, nous félicitons en tout cas l'action du gouvernement qui a réussi. Sinon, c'était un mal qui avait fait peur. Parce que penser à la contamination d'une école en général, quand on voit la provenance de tous les enfants de cette école, ça fait peur. Mais nous rendons grâce à Dieu, nous saluons l'effort du gouvernement. Et en tout cas, merci à vous également parce que vous faites un bon boulot depuis vos chaînes. Voilà, la sensibilisation continue. Merci, madame. Je retourne vers monsieur Sodopon. Vous êtes coach en milieu scolaire et j'espère que ces questions vous interpellent également. Et je ne vais pas passer sous silence cette question. Je vous repose la même question. Et quelles sont les dispositions prises par le gouvernement? Je sais que vous n'êtes pas enseignant, mais vous êtes coach et vous travaillez souvent avec les élèves. Vous rentrez dans les milieux scolaires. Vous êtes toujours, je peux dire, en collaboration avec les milieux scolaires. Donc, oui, selon vous, avec votre regard analytique, quelles sont les dispositions prises pour que nous ayons zéro contamination? Parce que ça me tient vraiment à cœur.
Merci beaucoup pour la question. Alors, il faut noter que le gouvernement a pris les dispositions. Maintenant, qui va appliquer les dispositions? C'est ça la question. Nous avons sachant de sillonner certains établissements parce que nous organisons des conférences, mais avec la Covid, la pandémie, on a arrêté. Mais quand vous rentrez dans certains établissements, même quand les enfants sortent de l'établissement, surtout les enfants du primaire, on voit l'attroupement, le mélange, tout ça là. Maintenant, c'est les dirigeants de chaque établissement qui doivent décider l'application de ces dispositions parce que le gouvernement a bien réfléchi, a fait des recherches et a pris des dispositions, des décisions que nous, maintenant, la population, nous devons appliquer. Et si, par exemple, dans chaque établissement, les dispositions sont bien appliquées, il y a tellement de suivi, comme madame l'a dit, il y a des groupes qui surveillent, et par exemple les enfants. Et parmi ces enfants, si nous prenons le secondaire 1, le secondaire 2, ils sont âgés, mais il y a également des gens qui sont dans cette tranche d'âge et qui ne sont pas aussi responsables que ça. Donc on doit continuer à les informer. L'information ne doit pas s'arrêter. Comme elle a dit, la lutte, elle est permanente, elle est continuelle. Et parce que quand on commence l'école, au début, on a toujours les idées tournées sur la pandémie. Est-ce qu'on va terminer l'année avec risque zéro? Mais à un moment donné, il y a un relâchement. Même dans les établissements où il y a des dispositifs pour se laver les mains, à un moment donné, on passe à côté parce que ça devient une habitude. On pense que la maladie n'existe pas ou la maladie existe, mais c'est pour les autres, ce n'est pas pour nous. Et les vieilles habitudes reviennent. Donc avec les informations, l'éducation, on doit toujours rappeler, avec les affiches dans les établissements, avec des gens désignés pour rappeler les dispositions et pour que ce que nous voulons, terminer l'année en toute beauté, avoir un résultat très positif. Donc tout le monde doit se donner et surtout les responsables des établissements doivent s'organiser parce que l'État, qui est l'État, c'est nous. Le ministre ne va pas sillonner tous les établissements ou les agents de sécurité ne vont pas sillonner tous les établissements pour pouvoir faire appliquer. Parce qu'ici, on a remarqué que nous nous comportons souvent comme des enfants. Et s'il y a un principe, on n'arrive pas à tirer des principes dans la loi. On veut que la loi soit claire, nette. On nous oblige à obéir à la loi. C'est ça, on nous oblige à obéir. Ça, c'est vivre comme un enfant. Je donne un exemple terre à terre. Supposons que vous avez un enfant dans la maison. Il y a la cuisinière. Quand vous dites la cuisinière chaude, vous devez préciser, ne touchez pas. Mais à une personne adulte, quand on dit la cuisinière chaude, la personne doit déduire directement que toucher, ça va brûler. Donc nous devons aller au-delà de la loi. Attendre à ce que le gouvernement envoie des forces pour contrôler, pour servir tout ça là. On doit être mature. Et au niveau de tous les établissements, nous devons prendre notre engagement, notre responsabilité pour que ça n'arrive pas. Et on doit collaborer avec les parents. Il y a du comité de parents d'élèves pour tous les établissements. On doit communiquer avec les parents. On doit veiller. Parce que l'école dans laquelle mes enfants sont, déjà hier, il y a un groupe, déjà, on a donné des informations précises, des informations sur information. Donc, on a ouvert un débat, nous avons participé et les parents ont pris des résolutions pour que l'aller et le retour soit bien sécurisé. Donc, la lutte est à chaque niveau, ce n'est pas seulement au niveau du gouvernement. Le gouvernement essaie de faire sa part et nous, la population, nous devons faire notre part. Merci, c'est une lutte commune. Alors je me tourne encore une fois vers Madame Niaro. Oui, et combien de fois dans la semaine vous avez la visite de la brigade anti-Covid dans vos établissements? Alors, je vous remercie, mais avant de répondre à la question, je vais un peu rebondir sur ce que le coach a dit. Et son intervention me fait dire ceci. Il faudrait que nous accentuions l'éducation sur le civisme, sur les bonnes manières. Parce que c'est vrai, vous savez, la mentalité, vous allez nous excuser pour ce que nous allons dire, parce que nous sommes inclus dans ce que nous disons, mais la mentalité togolaise, c'est qu'il faut un gendarme derrière pour nous obliger à respecter la loi. La loi, elle est faite pour être respectée. Et il m'arrive dans la circulation de voir des gens dire aux autres, écoute, mets ton truc parce qu'ils sont devant. Il, c'est qui? Ouais. Voilà. Donc, c'est tout comme si nous portons nos bavettes à cause ou nous les portons pour les forces de l'ordre. Non, nous les portons d'abord pour nous-mêmes. Donc, c'est l'occasion pour nous, en tout cas, éducateurs que nous sommes, parents d'élèves que nous sommes, citoyens que nous sommes, de mettre l'accent sur le civisme, la citoyenneté, les bonnes manières, les bonnes valeurs.
Et donc, l'éducation à la citoyenneté va devoir faire son plein. Maintenant, pour revenir à votre question, combien de fois nous recevons la visite des forces anti-Covid? Et il faut dire que, voilà, nous, au lycée d'Agoy-Nivé, nous avons ce privilège-là. Ils sont permanents chez nous. Ils sont permanents. Hier matin, moi, je suis arrivée. Déjà, à l'entrée principale, il y avait 2 qui contrôlent, voilà, le port des bavettes au niveau des enfants avant même d'avoir accès au lycée. Nous avons 2 entrées qui sont ouvertes. La deuxième entrée, je me suis amusée à faire un tour vers là. J'ai vu aussi un qui était là-bas pour surveiller le respect des mesures barrières avant même d'avoir accès au lycée. Et donc, chez nous, au lycée d'Agoy, ils sont permanents. Mais au-delà de ça, je me dis que ce n'est pas seulement dans les lycées, mais ils sont présents partout. Présents partout. Et donc, il faut dire qu'aujourd'hui, cette force-là également, elle fait sa part dans la lutte contre cette pandémie. Merci, madame. Nous allons passer à une autre étape. Maintenant, je vais m'adresser à M. Sodoukmo. Nous savons que cette pandémie a eu de véritables impacts sur les secteurs d'activité et le milieu éducatif n'est pas du reste. Vous êtes coach scolaire, mais au niveau des résultats des différents examens de l'année précédente, il y a eu une légère montée de taux de réussite. Et vous travaillez avec les élèves, vous coachez les élèves, vous les assistez. C'est pourquoi je vous lance cette question. Est-ce que la situation de la crise sanitaire arrange plus les élèves? Merci pour la question. C'est une question très intéressante. Et si nous considérons même le résultat de l'année 2019, où la pandémie battait son plein, où les écoles ont été fermées, quel a été le résultat? Le résultat a été plus satisfaisant que les années antérieures. Et même des gens ont critiqué sur vos antennes, dans les émissions, que les élèves ont été favorisés. Bien. Par exemple, en France, par exemple, on a demandé aux correcteurs d'être bienveillants. Je ne sais pas si l'ordre a été donné aux correcteurs d'ici, mais j'en viens pas. Mais qu'est-ce qui a bouleversé un peu? Nous sommes dans une crise sanitaire. Et voilà que les résultats sont plus satisfaisants que les années antérieures. Est-ce que les élèves ont été favorisés? Non. C'est du favoritisme, n'est-ce pas? Les élèves n'ont pas été favorisés. Vous savez, à notre niveau, quand nous organisons des conférences de formation pour les élèves, j'ai toujours attiré l'attention de mes étudiants sur la grève générale des années 93 que nous avons eu, 92 que nous avons eu. Toutes les écoles ont été fermées. Moi, j'ai toujours attiré leur attention sur ça. Toutes les écoles ont été fermées. À un moment donné, même l'opposition avait déclaré presque l'année blanche. Mais le gouvernement a tenu, on a organisé des écoles, on a organisé des examens. Pour leur faire comprendre que des situations comme ça peuvent surgir à chaque moment. Et voilà, on a sillonné des établissements, on a fait des conférences, et voilà, rapidement on est rentré dans cette crise, et les écoles ont été fermées. Vous voyez déjà? Maintenant, dans ça, ceux qui sont préparés à cette situation, il n'y avait pas de problème. Maintenant, ceux qui n'étaient même pas préparés, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Et quand nous prenons les années avant la Covid, on fait le tour de certains établissements et vers la fin de l'année, il y a tellement de pression, de tension dans les établissements. Les professeurs veulent terminer le programme et pour faire comprendre que non, si on ne termine pas, c'est comme s'il y a la peur. Maintenant, avec cette crise, les enfants ont vécu une période, premièrement, à la maison. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné une responsabilisation envers les études. Les enfants se sont dit finalement, nous n'avons pas de professeur, ou nous ne pouvons pas avoir de professeur sur toute l'année. Maintenant, la responsabilité nous revient maintenant de faire ce que nous devons pour réussir. Ça appelle l'engagement. Et ça fait grandir la confiance de certains de ces enfants-là. On est d'accord? Et maintenant, quand vous prenez le résultat, et effectivement, aujourd'hui, la Covid, qu'est-ce que la Covid nous apporte de bien? Ça nous apporte beaucoup de bien. Ça nous apporte beaucoup de bien. Et précisément, et c'est ici où la majorité ne comprend pas encore qu'il y a un système en ligne qui est obligatoire maintenant, en train d'être mis sur pied. On est d'accord? Ce qui veut dire que
Vous allez voir, il y a, le gouvernement a sorti, le ministre de l'Éducation a sorti un communiqué entre-temps parlant des élèves qui, après avoir déposé leur dossier pour les différents examens, Ils ne reviennent plus se en sont classe, ils sont absentés. absents, oui. C'est un phénomène qui va grandir. C'est nouveau, ça va venir comme ça. Ça va venir comme ça. Parce que les enfants sont restés à la maison, les cours ont repris, ils ont réussi brillamment. Ils se sont dit, oh, si ça est comme ça, donc on peut déposer le dossier, on peut apprendre à la maison. Ça aussi, ça va venir. Donc, ce qui veut dire qu'avec l'Internet, beaucoup d'élèves ont compris que, bien, il faut être présent en classe, suivre le professeur, mais le nœud du problème même, le nœud du travail, la plus grande partie du travail maintenant revient même à l'apprenant. Ce qui veut dire que si les enfants sont bien accompagnés, sont bien coachés, ça c'est le thème même. Et si ces enfants, si ces élèves arrivent à comprendre, à connaître leurs capacités, leurs potentialités, qu'un élève qui est en terminale ou un secondaire 2, prenons par exemple, quelle est la matière, quel est le cours là, que cet enfant, même si il n'avait pas suivi le cours en classe, il ne peut pas faire des recherches approfondies, demander au professeur, aller de gauche à droite pour trouver la solution dans ces problèmes-là. Ce qui veut dire qu'avec la crise, les élèves deviennent de plus en plus responsables. Les élèves que nous accompagnons, c'est dans ce sens-là que nous les accompagnons, qui ne soient plus... Les élèves que vous, les coachs, vous accompagnez, n'est-ce pas? Oui, et ça ne veut pas dire que c'est... C'est un échantillon. Oui, ça ne veut pas dire que si l'élève n'est pas coaché par moi ou notre cabinet, ne pourra pas le faire. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'information. La marchandise du roi aujourd'hui, c'est plus la force, c'est plus avoir forcément une entreprise industrielle, mais c'est l'information qui se vend. Et donc l'information est partout. La connaissance crie dans les rues. Donc avec ça, un élève qui avec des informations de gauche à droite, a découvert en lui sa force, que vraiment il peut le faire. C'est ça, tout passe par là. Il peut le faire, il arrive à se donner à 100%, il a un bon résultat. Et ce qui veut dire qu'avec la Covid, il y a des changements dans le comportement, et ceux qui s'y adhèrent, ceux qui sont conscients de ces changements-là vont gagner. Et vous allez remarquer que les entreprises, quand la Covid est venue, et puis on crie, on se lamente, et pour la baisse des chiffres d'affaires, les entreprises qui sont en ligne font comment? Ils deviennent de plus en plus florissantes. Oui. Donc c'est un nouveau comportement que nous devons adopter, et les élèves qui se comportent déjà comme ça vont avoir de très bons résultats. Et si les enfants vont aux informations, l'année qui vient de commencer là, on aura encore un résultat qui va aller au-delà de ce que nous avons vu. Je vais me tourner vers Madame Nero. Et ça, c'était les propos d'un coach. Voilà, je vais me tourner vers une femme qui est dans le domaine, professeur de la philosophie. C'est vous qui livrez le savoir dans les classes. Voilà. Et je voudrais que vous me dites quelque chose par rapport à ce que le coach vient de dire, parce que moi, je trouve vraiment des choses qui me dérangent moi, et je sais que ça est en train de déranger aussi les téléspectateurs là où ils sont actuellement. Donc je voudrais que vous reveniez sur cette question là pour moi. Et comme je venais de lui poser la question, nous savons qu'avec toute cette pandémie, toutes les difficultés que nous avons eues, nous avons constaté que ça a arrangé un peu les élèves et les résultats ont été satisfaisants. Entre guillemets, ou bien entre parenthèses. Madame, parlez-nous. Alors, je vous remercie, mais je voudrais corriger quelque chose. Quand vous dites que ça arrange les élèves, écoutez, pour nous, acteurs de l'éducation, notre intérêt, c'est que ça arrange les élèves. Et quand vous nous dites que ça arrange les élèves, on a comme l'impression que Covid ne doit pas finir, puisque ça arrange nos élèves. Ou bien. Alors, donc, ça n'arrange pas les élèves. C'est vrai, les résultats sont satisfaisants quand nous comparons le taux de réussite du bac de 2020 qui tournait autour de 42,01% contre 69,59% au bac de 2021. C'est satisfaisant. Et on se pose la question, comment se fait-il que
pendant des années de cours, des années normales de cours, on n'a pas en tout cas ce résultat. Ça peut se comprendre. Tout à l'heure, dans les propos du coach, vous allez voir que cette crise-là a fait naître une situation qui n'était pas connue d'avance chez nous. C'est le tutorat. L'élève ou l'apprenant a compris que je n'aurai plus la chance d'avoir l'enseignant régulièrement devant. Je dois m'engager moi-même. Étant donné que l'année n'est pas annulée, j'aurai un examen assumé à la fin. L'enseignant n'est plus là. Alors, que dois-je faire pour qu'à la fin de l'année, je ne puisse pas perdre l'année gratuitement? Donc, ils se sont engagés eux-mêmes dans la recherche. Et heureusement, il y a des accompagnateurs qui sont derrière, comme les coachs, comme certains de nos collègues qui se sont engagés dans cette mission. C'est ce que nous appelons le tutorat. L'enfant va à la recherche de l'information. Ce qu'il n'a pas compris, il se tourne vers quelqu'un qui est qualifié, qui est à côté, pour qu'on puisse l'aider à relever le défi. Mais concrètement, il faut dire que sur le terrain, la situation de la crise a arrangé dans certaines situations. Moi, j'avais des classes de 94 élèves. Tu rentres, tout est saturé. Le seul espace que tu as, c'est celui qui te permet de mouvoir devant et d'écrire 2 mots au tableau. Avec la crise sanitaire, on nous a dit qu'il faut dédoubler les classes. Les classes sont passées de 90 à 30. Déjà, quand tu rentres, l'information est fluide. Tu arrives à gérer facilement les élèves. Et chacun d'eux sait que là où monsieur est, là où madame est, elle a un regard sur moi. Tout le monde est, en tout cas, voilà. Calé. Et donc, l'enseignement-apprentissage passe mieux que ce qu'il était quand on n'avait pas encore la crise sanitaire. Ça, c'est un. De deux, vous allez voir que l'année dernière, quand nous avons repris les cours, et nous avons repris en novembre. Oui. Du coup, on nous a dit, étant donné qu'il y a eu un retard dans la reprise des cours, on ne peut pas faire tout le programme normal comme cela devrait se faire. Et donc, à situation spéciale, des mesures spéciales. Donc, on nous a proposé un programme allégé dans pratiquement toutes les disciplines. Il y a eu des chapitres qu'on a jugés, bon, qu'il fallait laisser tomber parce que voilà, on pouvait se rattraper dans d'autres chapitres par exemple. Et au niveau des chapitres, il y a des thématiques, on se dit qu'il faut discuter de ça avec les élèves. C'est mieux que d'intégrer ça comme faisant partie intégrante des cours. Du coup, au niveau même des cours, les élèves se sont sentis allégés. Il n'y a pas eu un poids comme dans les années passées. Et donc, il faut dire que, étant donné que voilà, les classes ont été dédoublées, nous sommes passés d'un seul flux au double flux. Certains viennent le matin, d'autres viennent l'après-midi. Alors, quand l'élève sait que le soir, j'ai cours, l'après-midi, j'ai cours, et que j'ai toute la matinée de libre, ce qui n'était pas le cas dans les années antérieures, qu'est-ce qui se passe? Les années antérieures, il vient le matin à 7 h, il est là jusqu'à midi, il a une petite pause et puis on reprend jusqu'à 17 h. Alors là, l'élève a encore plus de temps, plus de lassitude à se préparer, à jeter un coup d'heure sur son cours avant d'arriver à l'école. Et donc, vous allez voir que toutes ces mesures-là ont contribué à ce résultat que nous avons aujourd'hui. Dire qu'on a favorisé les élèves, moi je pense que c'est entre griffes un abus de langage. On n'a jamais favorisé. Nous avons toujours corrigé dans les mêmes normes que les corrections normales sans Covid. Et si nous sommes arrivés à ces résultats, il faut dire qu'il y a beaucoup de paramètres qui ont contribué à ça. Merci, madame. Donc, on va prier le gouvernement. Oui. On va prier que la Covid passe. Oui. Mais les dispositions prises par le gouvernement pour que nous ayons ces genres de résultats puissent prospérer. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je viens de souligner quelque chose dans les dires de madame tout à l'heure. Vous avez fait cas de la rotation, c'est-à-dire au niveau des classes. Je ne parle pas de dédoublement, mais je parle de la rotation, du fait que c'était bien le matin, donc le soir. Est-ce que cette situation, à votre avis, parce que nous avons, l'habitude que nous avons, c'est d'aller à l'école le matin, 7 h, et revenir à midi et c'est fini peut-être pour certains. Et c'est peut-être au niveau des grands, je vais dire au niveau des lycées, qu'on va peut-être le soir, on a 2 heures à passer. Maintenant qu'on va passer le même temps, c'est-à-dire la même durée. On fait peut-être 5 heures le matin, le soir on fait 5 heures. Ne trouvez-vous pas cela très dérangeant et que cela va vraiment fragiliser
le système éducatif et surtout la psychologie. Ouais, vraiment, je vais appliquer le thème des coachs, la psychologie de cet apprenant qui veut vraiment faire quelque chose de potable parce qu'il étudie pour un résultat. Alors voilà, je pense que peut-être il y a eu, voilà, l'information n'est pas bien passée. Quand nous parlons de double flux, certains viennent le matin. Chez nous, par exemple, c'est de 7h à 12h25. Oui. Et ceux qui viennent de 7h à 12h25, c'est parti pour demain matin, 7h à 12h25. Donc, c'est ceux-là qui ne sont pas arrivés le matin, qui viennent de 12h35 à 18h. Et ils savent que demain, c'est parti pour 12h35 à 18h. Oui, madame, je ne refuse pas. Oui. Je sais que c'est comme ça. Et ceux qui viennent le matin, c'est-à-dire le programme est calé comme ça, ils sont là pour venir le matin et sortir à midi. Et ceux qui viennent le soir, c'est parti pour 18h. Oui, mais dans le système dans lequel nous avons évolué, nous avons cette habitude d'aller seulement, peut-être, le matin et revenir à midi et c'est fini. Et ceux qui n'ont jamais eu cette façon d'aller dans la soirée de midi jusqu'à 18h, ils ne sont pas des étudiants, c'est des élèves. Okay. Voilà, est-ce que ça va vraiment les arranger? Merci bien. Vous savez, moi je salue en partie l'arrivée de cette crise-là parce qu'elle nous a réveillés d'un sommeil dans lequel nous étions plongés. Il faut dire que le système éducatif togolais, à partir de l'arrivée de cette crise, connaît une mutation qui nous paraît, nous, intéressante, nous, acteurs de l'éducation. Et aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où l'élève n'a pas nécessairement besoin d'un enseignant à côté avant d'avoir accès à l'enseignement. Et à cause ou grâce à cette crise-là, nos élèves sont en train de comprendre que petit à petit, ils sont impliqués dans le système eux-mêmes. Comment ça se fait? C'est vrai, tout à l'heure, vous avez parlé de la psychologie. Nous n'allons pas demander aux élèves, venez à l'école de 7h à midi et puis c'est fini, c'est terminé. Non. Alors, si on leur dit, venez à l'école de 7h à midi, voilà, vous rentrez, les autres arrivent, vous rentrez, ça ne rime à rien du tout. L'élève doit comprendre que pendant qu'il n'est pas à l'école, en fait, il est à l'école. Que doit-il faire? Il doit aller à la recherche. Et donc, quand il quitte l'école avec des activités qu'il doit rendre le lendemain. Et donc, il comprend que c'est vrai, je suis à la maison, mais l'école continue. L'école continue de quelle manière? Nous avons accès à l'outil Internet aujourd'hui. Même à partir de nos smartphones, nous avons l'Internet chez nous. Alors, on nous demande aujourd'hui de plus en plus d'associer l'outil informatique à nos cours. Comment ça se fait? Je viens le matin, je dispense mon cours et puis à la fin, je dis par exemple à mes élèves, voilà, vous avez tel, je les situe, allez sur tel site par exemple, ou bien carrément allez ici, téléchargez moi ceci et traitez ceci par rapport à ce que vous avez téléchargé et ramenez-moi le résultat ou la réponse le lendemain matin. Alors du coup, vous allez voir que nos enfants qui évoluent aujourd'hui, ils sont en tout cas mieux outillés par rapport à nous, à ce que nous étions hier. Et il faut saluer ça parce que nous n'allons pas perpétuer le système dans lequel nous avons évolué. Les temps changent, les situations évoluent, nous devons évoluer avec. Et aujourd'hui, le Togo se met dans la danse, il faut dire que c'est un pas à saluer. Et au passage, je vais vous dire que d'ici 5-10 ans, vous n'allez pas reconnaître le système éducatif togolais parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites et que d'ici là, vous allez voir les fruits. En tout cas, nous saluons vraiment ce qui est en train de se passer. Grâce à cette crise-là, nous sommes en train de sortir d'une léthargie dans laquelle l'éducation avait sombré pendant longtemps. Et donc, ne vous inquiétez pas. Psychologiquement, les élèves sont préparés. Et je pense que c'est d'ailleurs ça qui justifie les résultats que vous avez. Donc, nous sommes forts et puis la lutte continue. Merci, madame. Là, ça me plaît vraiment pour vos souhaits que vous avez à l'égard du système éducatif togolais. Mais toujours est-il qu'il faut que nous revenions sur ces mesures prises, les conditions dans lesquelles les choses doivent normalement évoluer, puisque aucun parent n'aimerait dépenser dans le vide. Et si les parents dépensent, il faudrait qu'ils s'attendent à un résultat, et surtout un résultat positif. Et je vais me tourner donc vers coach Sodokmo. Vous traitez toutes les questions liées
à l'éducation et vous avez un cabinet spécialement pour ça. Mais la question que je vais vous poser est que Madame vient de donner son développement par rapport à tout ce qui est en train d'être fait et elle a même donné des souhaits et des vœux par rapport à ce qui va se faire dans les années à venir. Oui, vous êtes coach. Parlez-nous, dites-nous réellement si dans cet état de fait, vous venez de dire que les enfants et la marchandise du roi, c'est l'information. Et dans la pandémie, nous avons appris beaucoup de choses, c'est-à-dire les cours en ligne, les formations en ligne, tout ça là. Oui, est-ce que nous ne sommes pas des Européens, nous sommes des Africains. On nous a appris à écrire dans nos cahiers, à rester sous les arbres, à apprendre, ou bien à rester sous les lampes et à apprendre. Monsieur Sodopon, je voudrais vraiment que vous nous décortiquiez ceci parce que les téléspectateurs aimeraient bien comprendre ça. Oui, merci beaucoup. Et je me suis approprié de l'intervention de madame parce qu'elle a tout dit. Vous savez, je donne le cas d'une fille que j'ai reçue cette année qui a passé le bac G2. Elle partait le matin pour revenir le soir parce qu'elle est dans une école privée. Donc, ils n'ont pas suivi, l'école n'a pas suivi les dispositions, les recommandations du gouvernement. Elle revient le soir et il y a des TD qui sont organisés. Elle a un répétiteur à la maison, mais le premier trimestre, elle est revenue avec 8 en terminale G2 et sa plus forte note en comptabilité, c'est 6, alors que c'est sa matière, tout ça là. Maintenant, c'est une conférence que nous avons organisée à notre siège et puis elle est venue. Et finalement, les parents nous ont sollicité pour l'accompagner. Et quand moi j'ai été, c'est moi qui ai pris et son accompagnement. Ils pensaient que c'est un répétiteur de plus, non? Je ne suis pas un répétiteur. Moi, je n'ai jamais touché la crèche. J'interviens dans toutes les matières, mais je ne touche pas la crèche. Ouais. Mais cette fille, maintenant, qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle devait se disposer un temps pour elle-même. Elle étudie, elle va à l'école, c'est un groupe. Dans les groupes de TD, c'est toujours un groupe. Elle a un groupe de travail entre camarades, c'est un groupe. Mais elle n'étudiait pas pour elle-même. Elle n'a pas un temps où elle doit se connecter à elle-même. Arriver à découvrir un trésor. Parce que quand tu arrives, tu étudies, même si il faut demander, il faut faire des recherches. Quand tu arrives à trouver une connaissance, ça devient ton trésor. Et cette connaissance, c'est à vie. Elle n'arrivait pas à voir ça maintenant. Elle devait arriver maintenant à se faire un programme, personnel d'études. Mais elle a eu toutes les difficultés avec son établissement parce qu'elle doit quitter le matin et revenir le soir. Mais avec l'accompagnement, elle a compris que non, elle doit supprimer, premièrement, le groupe dans lequel elle est groupe entre camarades qui ne produit pas. Elle doit sécher certains travaux pratiques, travaux dirigés, et comme même avant, le ministre n'avait pas demandé à ce que ça soit gratuit. Vous voyez, non? Mais elle a compris maintenant, elle a supprimé cela. Même le répétiteur, à un moment donné, l'accompagnement, quelques séances, elle a compris que non, elle pouvait aller sans répétiteur, parce qu'elle a compris maintenant qu'elle doit aller elle-même chercher des choses, comprendre les choses terre à terre et évoluer. Quel a été le résultat? Très bien. Parce que l'élève doit disposer d'un temps pour lui-même. C'est ce que madame a dit. Le programme est très bien. Si un élève qui est responsable, qui est conscient, parce que je prends par exemple le cas d'un élève en terminale que j'ai pris cette année, j'ai eu 4 séances de coaching avec lui. C'est sa maman qui m'a sollicité après une émission à la TVT. Et quand j'ai abordé, j'ai fait la consultation premièrement et j'ai fait la première séance. Et j'ai dit à la maman que non, l'enfant sur les rails c'est fini. Mais comme on a prescrit 4 séances, on va terminer. Après les 4 séances, la maman m'a toujours appelé au coach de passer. Et parce que j'ai demandé à la maman de donner, de laisser le portable à l'enfant. Parce que dans la famille, c'était catégorique et qu'avec ça, il n'apprenait pas. Chaque temps, la maman m'appelait, la maman m'appelle que non, on le voit tard en ligne, à 22 h en ligne, tout ça là. Je dis, votre enfant, il va réussir. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que déjà avec l'accompagnement, les 2 séances de l'enfant, j'ai vu qu'il est conscient des enjeux liés à son examen. Et il sait maintenant comment étudier une fois de bon. Avec des rituels matinaux, comment préparer sa journée, comment terminer la journée, il le sait. Et il le fait.
Et la maman me gênait, dit non, je ne peux plus. Le reste serait de gâchis, je n'ai même pas de temps pour ça. Et voilà, le résultat est tombé. C'est la maman même qui m'a informé premièrement que ton enfant, il a réussi avec 12 de moyenne. Vous voyez déjà, non? Donc, l'enfant doit disposer d'un temps pour lui. Nous voulons des jeunes responsables, des jeunes adultes. Donc, si l'enfant est responsable, il sait ce qu'il veut, et rapidement, les choses marchent très bien. Maintenant, il faut amener cet enfant maintenant à trouver son élément motivateur. Être motivé. Un élément déclencheur d'envie d'étudier. C'est ce que nous faisons. Je rentre dans une maison, on m'invite dans une maison. Il y a un jeune en classe de première. Et sa maman m'avait appelé il y a 2 ans. Je n'ai pas eu le temps de coacher l'enfant. Et quand il m'a appelé, l'enfant disposait 4 professeurs de maison, 4 enseignants. Mais qu'est-ce qui a inquiété la maman? À un moment donné, tous les répétitions se sont concertées pour lancer l'enfant parce que l'enfant ne réagissait pas. Finalement, c'est comme s'il se moquait de ses enseignants. Et lui aussi était revenu au premier trimestre avec 8 de moyenne. Quand je suis venu, j'ai identifié juste le petit problème que l'enfant a. Le petit problème que l'enfant, c'est que toute la famille est sur lui. On le comparait à sa grande sœur qui a fait un très bon parcours. Elle a eu son bac. Elle étudie maintenant en Allemagne. Et dans l'accompagnement, qu'est-ce que j'ai dit à cet enfant? Et ta grande sœur qui est en Allemagne maintenant, est-ce que les parents sont encore sur son dos? Il dit non. Pourquoi? Il a eu son bac. Et mon ami, fais tout pour avoir ton bac. Quand tu auras ton bac, c'est tout. Et c'est fini. Merci, coach Sodopo. Donc, les enfants ont besoin du temps pour eux, mais des enfants conscients, responsables. Maintenant, il faut les amener maintenant à se conscientiser, à se responsabiliser. Il y a des techniques pour ça. Et c'est très facile aussi. Parce que quand nous parlons de coaching, ce n'est pas un programme très long, chargé, tout ça là. Donc, rapidement, les enfants sont lancés et ça fait le bonheur des enseignants, des professeurs. Ça facilite le travail pour les enseignants, le coaching. C'est un complément, quoi. Merci. Et chers téléspectateurs, vous êtes dans votre émission Palais de l'éducatif et ça passe sur la chaîne de la vraie différence tous les mercredis à partir de 14 h. J'ai dans ce studio 2 invités avec moi et vous les voyez déjà au plateau. C'était coach Soudopon qui venait de parler. Je vais me tourner vers Madame Niaro, professeure de philosophie. La vaccination est rendue obligatoire au niveau des anciens et nouveaux étudiants. Est-ce que c'est pareil chez les élèves du primaire et du secondaire? Alors, merci beaucoup. La vaccination est rendue obligatoire. Est-ce que c'est vraiment obligatoire? Puisque dans les communiqués que nous avons lus sur les réseaux sociaux, que nous avons lus qui viennent des ministères, surtout de l'éducation, nous savons que pour les étudiants, les nouveaux bacheliers, c'est une obligation pour eux de faire cette vaccination pour pouvoir avoir accès au campus universitaire. Alors, effectivement, le terme obligatoire, c'est vrai, il a sa place, mais il est un peu péjoratif à ce niveau-là. Et il faut dire que, vu les obligations, vu les conditions dans lesquelles nos étudiants, ils sont, en tout cas, ils étudient sur les campus universitaires au Togo, et la vaccination s'impose d'elle-même. Pour quiconque se veut en bonne santé, pour quiconque, en tout cas, qui a une vision pour sa propre vie, pour l'avenir, il n'attendrait pas que ce soit le gouvernement qui lui dise « va te faire vacciner, sinon tu n'auras pas assez HEC avant de le faire ». Elle s'impose d'elle-même. Puisque quand vous regardez nos amphithéâtres dans lesquels nos étudiants vont, c'est des amphithéâtres, vous allez prendre un amphithéâtre de 500 places qui accueille 700 à 800 étudiants. Dans ces conditions, on n'attend pas que ce soit le gouvernement qui nous dise d'aller nous faire vacciner d'abord. Et donc, si c'est dans ce sens-là qu'on pense qu'il est obligatoire ce vaccin, nous disons oui, il est obligatoire. Alors, est-ce qu'il est aussi obligatoire pour les enfants du primaire et du secondaire? Oui, c'est ça. Et non. Pourquoi non? Parce que, en fait, quand nous disons obligatoire, il n'y a aucune loi au Togo qui oblige les gens à aller se faire vacciner. C'est une forme de motivation, mais vous savez, en philosophie, nous disons que l'homme a le goût de l'interdit. Ouais.
ce qui est mauvais, ce qu'on dit ne fait pas, il y a une pulsion en l'homme qui lui pousse à se demander « et si je faisais, ça fait quoi ?» Alors du coup, quand on dit « faites-vous vacciner parce que c'est pas bon de ne pas se faire vacciner, c'est dangereux », l'homme se demande « et si je ne fais pas, ça fait quoi ?» Et donc, il faut pousser les gens à le faire, d'où donc le terme obligation à sa place. Sinon, il n'y a aucune loi qui oblige les Togolais à se faire vacciner. Et donc, sur cette base-là, ni les enfants du primaire, ni ceux du secondaire ne sont obligés à le faire. Néanmoins, je me suis amusée lundi, quand je suis rentrée dans mes classes, à demander à mes élèves qui s'est fait vacciner ici. Curieusement, la majorité, plus de 2/3 de la classe, tout le monde, tu t'es fait vacciner, je peux voir ton passe vaccinal, et puis tout le monde me le montrait. Donc voilà. Alors on peut dire qu'ils sont des bons citoyens. Justement, ce n'est pas obligatoire, mais ils se sont imposés cela parce que ça va de leur intérêt. Donc voilà un peu. Donc il faut dire que déjà les enfants au cours primaire, naturellement, ils ont une immunité qui les protège. Et donc, il ne faut pas trop les déranger. Maintenant, à partir du secondaire, ceux qui ont l'âge requis et qui ont compris le bien fondé de la chose, ils se sont engagés à le faire eux-mêmes, sans aucune obligation derrière. Merci, madame. Est-ce que la vaccination est obligatoire? Oui, bon, obligatoire par rapport, pour les élèves, par rapport à élèves. moi. Si nous prenons par exemple... Je vais laisser les étudiants ouais. parce que je vais prendre les élèves. Oui, une famille, un élève sort d'une famille. Et la famille veut se protéger. La famille veut protéger son enfant. Donc on peut décider en famille. Mais comme madame l'a dit, on n'a pas besoin d'attendre à ce que le gouvernement nous force la main. Par exemple, si vous avez pris le cas des étudiants, une institution est protégée. Il y a des gens qui travaillent là-bas. Il dit maintenant, pour avoir accès maintenant, c'est ceux qui sont vaccinés. Si tu penses que tu n'as pas besoin d'être vacciné, ou tu peux te passer de ce cadre-là, donc tu n'es pas obligé. Donc quand tu as quelque chose à aller prendre là-bas, tu remplis les conditions, c'est tout. Maintenant, pour les élèves aussi, c'est pareil. Si on veut se protéger, protéger son prochain, il faut aller se faire vacciner. Merci. Madame, une dernière question à vous, avant de se séparer. Et nous avons aussi appris que la vaccination est obligatoire au niveau des corps enseignants, du privé et du public. Et vous êtes dans le secteur public. Oui, parlez-nous. Est-ce que le thème là est encore péjoratif? Bon, je vous dis merci, mais vous savez, le terme obligatoire a créé une psychose au niveau des gens. Moi, je m'attendais lundi matin, ce qu'on me demande, madame, votre passe avant de rentrer en classe. Personne ne m'a rien demandé. Ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. J'ai des collègues qui m'ont dit, madame, je me suis fait enrôler, je vais le faire dans la semaine. Mais ils ont commencé les cours en attendant. Donc, il faut dire que ce n'est pas obligatoire, mais nous le faisons pour nous-mêmes jusqu'à présent. Merci, madame. Nous nous tendons peu à peu à la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à mes collaborateurs qui m'ont aidé dans les préparatifs de cette émission. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous, mes collaborateurs, qui êtes ici avec moi. Et donc, on va faire un tour de table pour fermer définitivement les portes du palais et de l'éducation. Et comme je le disais tantôt, les femmes d'abord. Donc, je me tourne vers Madame Naro et pour son mot de la fin. Alors, je vous remercie. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Merci à vous qui avez bien su initier cette émission parce que ça nous permet d'échanger. Ça permet aussi, en tout cas, de ventiler l'information. Et en matière nous disons qu'en matière d'enseignement, la répétition est un art. Ce que nous venons de dire ici, tout le monde le connaît déjà, ce n'est qu'une répétition, mais nous pensons que c'est tombé dans les oreilles fertiles. Et donc, chacun à son niveau, nous invitons tout le monde à continuer toujours par mettre en œuvre les mesures barrières. Nous voulons que la pandémie finisse, mais qu'elle finisse et que nous puissions témoigner de nous-mêmes qu'elle est finie. Ce n'est pas dans nos tombes que nous allons le faire. Donc, préservons-nous, préservons nos voisins, préservons nos collaborateurs, pour qu'à la fin de cette pandémie, en tout cas, chacun puisse être vivant, si Dieu le permet, pour qu'on puisse en tout cas en tirer des leçons. Je vous remercie. Merci, madame. Et écoute, surtout.
Oui, merci beaucoup de nous avoir invités. Merci à cette chaîne pour cette organisation. Nous sommes au début de l'année. Nous voyons déjà le résultat à la fin de l'année. Et donc, nous allons travailler ensemble pour que ce résultat soit satisfaisant, comme nous le souhaitons tous. Et donc, merci à vous. Merci. La rentrée scolaire dans le contexte de la crise sanitaire, quel résultat? C'était le thème autour duquel nous avons débattu autour de ce plateau cet après-midi. Le coronavirus est une réalité. Alors, respectons bien les mesures barrières. Rendez-vous le mercredi prochain pour un nouveau numéro de votre émission éducative. Bonne suite de nos programmes sur la chaîne de la vraie différence. Alors, au revoir.